Ce cas en provenance des États-Unis est à la fois sombre et profondément attristant. Le Federal Bureau of Investigation a proposé son aide dans le cas d'une personne disparue à Chattanooga. Nous voulons qu'elle rentre à la maison. Et nous voulons qu'elle soit en sécurité. C'est le cas déchirant de Jasmine Pass. Faites attention à l'homme dans les images. Message, il marche à l'extérieur d'un complexe d'appartements, traînant sa valise derrière lui. Au premier coup d'œil, il peut sembler être une personne comme les autres, peut-être en partance pour un court voyage ou en revenant d'un. Mais ce qui se trouve à l'intérieur de cette valise est un secret perturbant qu'il essaie désespérément de cacher. Bonjour, c'est Victor de Crimes Anatomy. True Crime Cases, et le cas de cette semaine concerne l'horreur et le chagrin, et pourrait vous exaspérer comme il l'a fait pour moi. Mais cela s'est vraiment passé. Allons-y. Peu avant Thanksgiving, Jasmine Pace, 22 ans, et sa famille ont été dévastés par le chagrin. Son arrière-grand-mère, une matriarche bien-aimée de la famille, venait de décéder dans la salle d'urgence. Le chagrin était lourd, mais aucun d'eux ne savait que le pire était encore à venir. Jasmine avait toujours été incroyablement proche du côté maternel de sa famille. Malgré le divorce de ses parents 20 ans plus tôt, elle entretenait toujours un lien fort et étroit avec sa mère Katrina et son beau-père qui dirigeait une entreprise de construction. Ils bâtissaient une maison proche pour Jasmine qui logeait en attendant dans la maison de la piscine. Jasmine travaillait pour l'entreprise de construction de sa famille et était bien connue dans sa communauté. Je passe une bonne journée et puis je la vois entrer, elle a passé ses bras autour de mon cou et je la connais toute ma vie et je ne l'ai jamais vue brûler un pont. Elle a fait en sorte que vous sachiez qu'elle pensait à vous et qu'elle vous aimait. Jasmine avait rencontré son petit ami Jason Chen un an plus tôt sur Bumble. Une amitié s'est vite transformée en quelque chose de plus profond. Ils venèrent de commencer à sortir ensemble récemment, et bien que la famille de Jasmine ne l'ait pas encore rencontré, ils savaient qui il était. Ils se considéraient comme un jeune couple ordinaire, passionné par leur relation florissante. Ils avaient également récemment fait un voyage ensemble à Chicago fin octobre. Mais Jasmine connaissait-elle vraiment bien Jason ? Comme nous le découvrirons dans cette affaire, certaines des personnes les plus proches de lui révéleraient des choses à son sujet qui étaient profondément préoccupantes, certains diraient même dévastatrices. Car lorsque Jasmine est sortie de chez elle cette nuit-là, elle n'est jamais revenue. Le lendemain, la famille est toujours sous le choc du décès de leur grand-mère bien-aimée, essayant de faire face au poids de leur perte. Puis, Katrina reçoit un message étrange de Jasmine. « Je pars avec ma petite amie Emma pour passer Thanksgiving en Caroline du Sud. » Le libellé semblait étrange, mais Katrina n'y a pas prêté attention sur le moment. Elle a pensé que c'était une réaction émotionnelle à la perte, et Jasmine n'était sûrement pas sérieuse. Je vais avec ma petite amie Emma passer Thanksgiving en Caroline du Sud. Qui? Jasmine ne m'aurait pas envoyé de message pour me présenter Emma comme sa petite amie parce que je le connaissais. Emma avait passé beaucoup de temps autour de moi. Il n'y aurait donc aucune raison pour que Jazzy le fasse? La présente de cette manière, c'était étrange. Mais bientôt, les choses sont devenues encore plus étranges. Jasmine n'est pas venue au Thanksgiving de sa famille le lendemain, ce qui était très important pour eux, et cela a été d'autant plus surprenant en raison de la récente perte qu'ils avaient subie. Et pire encore, Jasmine n'avait pas répondu à sa famille depuis l'envoi de ce texto le 23 novembre. Sa mère s'inquiétait désormais. Sa mère n'a pas fermé l'œil. Je ne pense pas qu'elle soit... Katrina a essayé d'appeler Jasmine à plusieurs reprises mais n'a pas pu la joindre. Elle a ensuite contacté Emma, mais a été choquée de découvrir que Jasmine ne l'avait jamais rencontrée. De plus, Emma est du Kentucky, pas de la Caroline du Sud. Pourquoi le message de Jasmine disait-il « la Caroline du Sud » ? Un mélange de panique et d'inquiétude a envahi la famille. Ils ont envisagé de nombreuses possibilités, y compris si Jasmine avait fui pour faire son deuil seule. 2 jours de plus se sont écoulés et il n'y avait aucune nouvelle de Jasmine. Puis est venu l'étrange post sur Facebook. Le compte de Jasmine a partagé une photo d'elle en lingerie accompagnée de plusieurs courtes vidéos. Ce n'était pas une photo modeste postée sur Facebook et quiconque connaissait Jasmine savait qu'elle n'aurait pas posté cela. Mais ses amis et sa famille savaient immédiatement que c'était un mensonge. Non seulement sa photo était démodée, mais les récents tatouages de Jasmine n'étaient pas visibles sur l'image.
La photo montrait également un bouton de chat suggérant qu'elle provenait d'une conversation privée. Les commentaires ont afflué. Elle n'a pas posté ça et bien d'autres choses. Katrina, désespérée, a utilisé l'application McChevy pour traquer la voiture de Jasmine. Elle était garée à 9 Cents Mountain Creek Road. Quand ils sont arrivés, ils ont trouvé la Chevrolet de Jasmine abandonnée. Les amis et la famille ont commencé à frapper aux portes, demandant si quelqu'un l'avait vue. À 17h10, ils n'ont eu d'autre choix que d'appeler la police et de signaler une personne disparue. Le père biologique de Jasmine a aussi été informé de sa disparition. Katrina a obtenu les relevés téléphoniques de Jasmine car elle était sur le forfait familial Verizon. Elle y a découvert que Jasmine avait parlé avec Jason pendant plus d'1 heure le 22 novembre, la nuit où elle a disparu. Mais ça ne s'est pas arrêté là. Il y avait aussi un message de Jason envoyé le lendemain même à Jasmine. « On est toujours partant pour dîner ce soir ?» Ce message n'a pas été lu. Katrina a tout de suite appelé Jason. Ses réponses lui étaient des vagues, évasives, mais il lui a donné son adresse personnelle, 500 rue Tremont. Mais quand ils sont arrivés, c'était une maison abandonnée en construction. Jason avait menti. Ce comportement a soulevé des inquiétudes. Pourquoi ne l'aidait-il pas à chercher ? Pourquoi ne semblait-il pas préoccupé ? Mais pire encore, pourquoi leur a-t-il donné la mauvaise adresse ? Puis, Katrina a remarqué quelque chose qu'elle avait précédemment manqué. Jasmine lui avait envoyé une épingle de localisation sur son téléphone. Des heures après qu'elle soit sortie cette nuit-là, l'épingle a été déposée à 2h15 du matin, le 23 novembre, et l'emplacement était au 110 rue Tremont. À la recherche de réponses, la famille de Jasmine, dont son père biologique, s'est ruée à l'adresse. Ils ont trouvé et parlé à un voisin qui a révélé que Jason Chen résidait dans l'appartement 210. Mais lorsqu'ils ont frappé à la porte de l'appartement, personne n'a répondu et il semblait vide. Ensuite, le père biologique de Jasmine, Travis, a décidé de prendre les choses en main. Il est passé par l'arrière, a ouvert la porte, brisant la serrure dans le processus, et armé d'un pistolet, il a vérifié l'appartement, pièce par pièce, avant de se diriger vers la porte d'entrée pour l'ouvrir de l'intérieur, laissant entrer le reste de sa famille. À l'intérieur, ils ont trouvé des produits de nettoyage, des objets au nom de Jason, mais surtout les cartes de crédit, la pièce d'identité et le sac de voyage de Jasmine. Cependant, il n'y avait aucune trace de Jasmine ni de Jason. Après que son père a tout exposé sur la table, ils ont appelé la police pour leur montrer leur découverte. En partie, la raison pour laquelle ils ont fait irruption est parce qu'ils estimaient que la police n'enquêtait pas assez rapidement sur sa disparition. Le lendemain, le 27 novembre, vers 11h40 du soir, la police a exécuté un mandat de perquisition dans l'appartement de Jason Chen. À première vue, c'était un appartement banal, mais grâce à l'unité de scène de crime, les découvertes furent glaçantes. Ils ont déployé le réactif sanguin forensique Blue Star, un produit chimique qui révèle les taches de sang. Et quand il a réagi, tout l'appartement s'est illuminé. C'était tel une grotte de lucioles. Des taches de sang et des éclaboussures étaient partout. Il y avait des taches sur les murs de la salle de bain dans le salon et des produits de nettoyage étaient abandonnés sur le canapé. Ils paraissaient avoir été récemment achetés dans un Walgreens proche. Plus de doute désormais. Une extrême violence s'était produite, le sang était probablement celui de Jasmine. Des éclats de verre ont aussi été retrouvés au sol. Un voisin qui vivait juste en dessous de l'appartement de Jason a déclaré qu'il avait été réveillé par un cri féminin fort à 2h11 du matin. Woken up in the middle of the night by a loud scream. There was still discovery out of my sleep. I checked my phone to see the time because I was going to call 911. It was around 2 a.m. There was a voice that was screaming words. The words I couldn't understand fully. A female voice. There sounded like the front door. By the time I settled down from being abruptly woken up and thought that I heard footsteps go across and a door slam, I thought that it had just been a normal apartment argument and everything had calmed down. Ils ont donc supposé que la dispute à l'étage s'était calmée. Mais ce serait une erreur. Rappelez-vous, Jasmine a envoyé une épingle à sa mère à 2h15 du matin, donc c'est après ses cris et pendant ce qui se passait à l'étage. Nous y reviendrons bientôt. Les images de surveillance ont révélé des indices choquants.
Le 23 novembre, des images ont montré Jason quittant son appartement et se dirigeant vers le parking, sa main droite blessée et enveloppée dans un tissu noir. Plus tard, à 14h41 ce jour-là, Jason a été aperçu sur la caméra à la pharmacie Walgreens près de son appartement, en train d'acheter 2 bouteilles de peroxyde et des bandages. Et ce soir-là, à 18h, des images vidéo ont montré Jason quittant à nouveau son appartement et voici des images de lui traînant cette valise. C'est bien sûr alarmant car Jasmine est une femme petite pesant moins de 100 livres. Les détectives se demandaient si elle était dans cette valise. On le voit partir en voiture et il est reconnaissable au volant. Jason a ensuite été repéré par une caméra à Walgreens vers 19h03. Il a acheté de l'alcool à friction, 2 autres bouteilles de peroxyde et un paquet de 6 rouleaux de serviettes en papier. Bien que la police n'ait toujours pas localisé Jasmine, les preuves accumulées étaient plus que suffisantes pour relier Jason à la disparition et obtenir un mandat d'arrêt contre lui. Le 29 novembre 2022, Jason a été arrêté à la maison de ses parents, située à Nolensville, Tennessee. Il a mentionné une recherche en cours. Il avait des lacérations sur sa main droite et ses pieds, mais ce n'était pas seulement ces blessures qui l'impliquaient. C'est ce qu'ils ont trouvé dans sa chambre qui faisait référence à Jasmine. L'un prétendait qu'elle avait fui et était allée au Canada. Un autre affirmait que Jasmine avait une injonction contre son ex. Il préparait sa tromperie et utilisait apparemment les propres mots et actions de Jasmine pour couvrir son crime horrifique. D'autres notes l'aidaient à préparer ses réponses lors de son interrogatoire par la police. Une note disait « Si les forces de l'ordre contactent d'autres membres de la famille, que font-ils » Une autre « Non, Fred. La dernière fois que j'ai vu Jasmine, c'était samedi 19 novembre. Notre dernier appel téléphonique remonte au mardi 22 novembre. » Les enquêteurs ont obtenu les relevés téléphoniques de Jason le 1er décembre. Ils ont découvert que Jason avait inséré sa carte Subscriber Identity Module dans le téléphone de Jasmine le 25 novembre, envoyant de faux messages et postant cette mise à jour Facebook et d'autres tentatives désespérées pour couvrir ses traces. La police a pu retracer les mouvements de Jason à 22. La recherche a été rapide car en seulement 30 secondes, ils ont trouvé une valise à 3 à 4 mètres et demi de la rivière. À l'intérieur, enveloppé dans 3 sacs poubelles noirs, se trouvait le corps sans vie de Jasmine. C'était brutal. Elle était menottée et attachée en position fétale et semblait avoir été poignardée des dizaines de fois. L'endroit qu'il a choisi pour abandonner son corps était perturbant car plus tôt ce mois-là, Jason avait envoyé un message à Jasmine lui demandant de venir à Suck Creek Road le week-end avant que toutes les feuilles ne soient tombées des arbres. Il semblait sinistre qu'il ait jeté son corps ici, si négligemment et irrespectueusement, comme si elle n'était rien d'autre que des ordures. Le docteur Coxwell a pratiqué l'autopsie sur Jasmine. Et ce qu'il a découvert est aussi horrifiant que déchirant. Elle avait subi une incompréhensible 60aine de coups de couteau alors qu'elle était encore en vie. L'attaque avait été si violente que le couteau s'était cassé à l'intérieur des poumons de Jasmine. Des blessures ont été infligées sur plusieurs zones de son visage. La brutalité de ses coups a provoqué une hémorragie massive. Des blessures profondes près de son cou ont altéré sa capacité à parler et provoqué un remplissage de ses poumons avec du sang. Est-ce à ce moment-là que Jasmine a envoyé cette épingle à sa mère, à 2h15 du matin, et peut-être pourquoi ? Le timing est insupportable à considérer, surtout lorsque nous savons que le voisin du dessous a entendu des cris agonisants juste quelques minutes avant cela. La seule pensée est très triste.
Des grappes de blessures étaient reconcentrées sur son côté supérieur droit, chacune infligée de droite à gauche. Cela suggère que Jasmine a probablement été poignardée initialement en essayant de se défendre. Dans le chaos de l'attaque, elle a peut-être adopté la position fétale sur son côté gauche, mais Jason a continué à la poignarder violemment sur le côté droit. Après l'agression initiale, Jasmine a été roulée sur le tapis où elle a continué à saigner à mort. Ses blessures n'étaient pas fatales sur le coup. Non, elle a souffert en saignant, sa vie s'échappant lentement, douloureusement. Je ne peux même pas imaginer l'horreur que Jasmine a dû endurer dans ses derniers moments, assassinée par la personne même chez qui elle cherchait du réconfort après le décès de son arrière-grand-mère. C'était un acte de violence malade et sans remords, un excès purement et simplement. Après l'annonce du meurtre de Jasmine Pice, certaines des personnes qui connaissaient Jason Chen ont commencé à parler de son caractère. Beaucoup le décrivaient comme ayant une ambiance étrange, et d'anciens camarades de classe prétendaient que Jason avait l'habitude d'usurper l'identité des gens en ligne. Passant en revue tous mes comptes, en quelque sorte en diffamant mon nom sur les réseaux sociaux, à travers différentes entreprises de travail, etc. Dans ce sens, envoyant des messages haineux à des personnes de ma ville natale. Sa personnalité est très décalée. Il n'est pas très doué pour les indices sociaux, des choses comme ça. Ils ont dit qu'il dégageait juste une sorte de drôle de vibe, comme cela dérangeait un peu les gens par sa façon de se comporter. Le procès de Jason Chen a commencé le 13 janvier 2025. Il a plaidé non coupable de meurtre prémédité et d'abus de cadavre. La défense a soutenu qu'il s'agissait d'un homicide volontaire, affirmant que Jasmine l'avait attaqué avec une bouteille de vin après avoir découvert des notifications Tinder sur son téléphone. Toutefois, les preuves médico-légales réfutaient ce récit. Il n'y avait aucune activité Tinder le 22 novembre et Jasmine n'avait aucune substance dans son système. Et Jason a-t-il montré du choc ou du remords après le crime? Il s'avère que non, car on l'a surpris en train de discuter sereinement avec des filles sur Tinder les 25 et 28 novembre. Durant le procès, Jason est resté impassible. Lorsque le docteur Coxwell a décrit les résultats de l'autopsie, Jason a baissé la tête, évitant la vérité de ce qu'il avait fait. La seule fois où il a montré de l'émotion, c'est lorsqu'il a pleuré en regardant le témoignage joyeux de sa mère lors de son audience de condamnation. La mère de Jason, ne parlant qu'en chinois, a supplié le juge de clémence, affirmant que son fils avait toute sa vie devant lui. Pourtant, dans ses paroles, il n'y avait aucune mention de Jasmine, aucune reconnaissance de la perte profonde que la famille de Jasmine devait désormais porter pour le reste de leur vie. Si Jason avait commis son crime en Chine, il aurait très probablement été condamné à mort au lieu de la peine qu'il a effectivement reçue. Je peux comprendre les besoins d'une mère en deuil, mais j'ai quand même trouvé égoïste et de mauvais goût qu'elle n'ait montré de la sympathie que pour son propre fils. En ce qui concerne le chef d'accusation, 1 de la présentation, 3-1-5, 2-2-8, nous, le jury, déclarons l'accusé Jason Chen coupable de meurtre de premier degré avec préméditation. Le verdict est chargé d'émotion. L'ordre doit être maintenu dans le tribunal. Le 21 janvier 2025, Jason Chen a été condamné à la réclusion à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Le jury a rendu son verdict en seulement 40 minutes. Alors que Jason purge sa peine au complexe correctionnel du comté de Bledsoe, la famille de Jasmine continue d'honorer sa mémoire. Mais l'histoire de Jason ne s'arrête pas là. Il a demandé un nouveau procès, arguant que sa condamnation était injuste, que les preuves ne soutenaient pas le verdict et qu'il a été privé d'un procès équitable. Certains ont soutenu qu'il n'y avait pas de véritable motif présenté pour le crime, mais le juge a rappelé aux gens que le motif n'est pas nécessaire pour prouver ce qui s'est passé. Et les psychopathes ont-ils toujours besoin d'une forte raison pour tuer? C'est une question dérangeante, mais la vérité est que leurs motifs n'ont pas toujours de sens. Il y a toujours quelque chose en dessous, un ego fragile ou un besoin profond de contrôle, quelque chose qui peut craquer sans avertissement. Mais la vraie histoire ici, celle qui devrait rester avec nous, ce n'est pas les motivations tordues de Jason, c'est à propos de Jasmine. Je ne crois pas que même cette condamnation puisse leur apporter une véritable justice, car elle ne pourra jamais ramener Jasmine. Mais au moins, Jason ne fera plus jamais partie de la société. Compte tenu de ce qu'il a fait, je ne pense pas que ce procès était injuste. Mais qu'en pensez-vous ? Merci d'avoir regardé, à bientôt.